Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau Nouvel Esprit Public au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité avec Jean-Louis Bourlange, ci-devant président de la Commission des Affaires étrangères d'une Assemblée nationale dissoute, mais néanmoins toujours essayiste, Michel Elchaninov, rédacteur en chef de Philosophie Magazine et essayiste lui-même, Nicole Niesotto, non moins essayiste et vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, et Lionel Zinsou, ancien Premier ministre et président de la Fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Numéro 500, 10 ans qui ont changé le monde ». Il est ainsi chapeauté. Depuis le printemps 2004, 500 numéros du 1 ont vu le jour en 10 ans, avec l'ambition de vous raconter une époque troublée. Pour ce faire, l'hebdomadaire propose une alchimie de savoir, de points de vue, de manières de penser stimulantes, sans angélisme ni catastrophisme, dans la nuance, avec pour conviction première que savoir, que comprendre, calme les peurs et renforce la liberté de chacun. Ce numéro anniversaire, tout en évoquant l'histoire du journal, a été l'occasion de demander à 10 personnalités de revenir chacune sur un événement ou un phénomène qui a marqué la décennie. Il est aussi l'occasion de saluer 2 fondateurs, aujourd'hui disparus, Henri Herman et Laurent Grelzamer. Notre prochain enregistrement public aura lieu dimanche prochain, le 23 juin, à l'École alsacienne. Vous pouvez déjà vous inscrire sur notre site. J'en profiterai pour faire le point sur nos finances, que vous pouvez continuer d'abonder. Et j'en profite déjà pour vous dire que nous sommes apparemment entrés dans la cour des grands. J'ai en effet reçu un courriel que je vais vous lire. « Hello Philippe, ça t'intéresse de venir pitcher ta start-up devant des grands groupes ?» Il me semble que c'est là la marque de l'influence que nous avons acquise. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Je vous propose que nous nous intéressions au premier des 2 sujets que nous avons l'intention d'aborder, celui sur l'état de l'Union européenne après l'élection, avant de nous intéresser à la situation française et à la question de savoir si l'ascension du RN est ou non résistible. Commençons par l'Union européenne. Un Parlement européen solidement ancré à droite, avec à l'extrême droite des rangs plus nourris que dans la précédente législature, même s'ils sont, pour l'instant, répartis en groupes hétéroclites. Tel est le tableau présenté par les élections qui se sont déroulées du 6 au 9 juin dans les 27 pays de l'Union. Le Parti populaire européen, qui rassemble les élus conservateurs et de centre-droit, reste le groupe le plus puissant, tandis que les sociodémocrates perdent du terrain et que les partis verts et libéraux accusent un net recul au profit de la droite radicale. Un examen géographique offre cependant une autre grille de lecture. La montée de l'extrême droite est spectaculaire en Europe de l'Ouest, en particulier dans les vieilles démocraties, qui ont connu des régimes totalitaires ou autoritaires au siècle dernier. Elle s'installe comme force politique dans les 3 plus grands pays, tous 3 membres fondateurs de l'Union. La France est le cas le plus frappant, avec des scores cumulés qui frisent 40% des voix pour le Rassemblement national, et les autres formations de droite radicale. Mais en Italie aussi, le parti Fratelli d'Italia est arrivé en tête, confortant la présidente du Conseil, Giorgia Meloni. Beaucoup plus radicale, l'AfD fait une percée en Allemagne, en particulier dans les Länder de l'Est, 40% des voix en Saxe, même si elle n'arrive que derrière la CDU-CSU au niveau fédéral. En Autriche, le FPE est en tête. En Belgique, les nationalistes ont infligé une lourde défaite au gouvernement. Seul contraste, le parti d'extrême droite de Geert Wilders a été battu par la gauche aux Pays-Bas. En revanche, les partis d'extrême droite et leur version illibérale d'Europe centrale, post-communiste, ont reculé en Scandinavie, en Suède, au Danemark, en Finlande et dans une zone géographique qui apparaissait comme leur berceau, en Pologne, en Slovaquie ou en Hongrie. Si mathématiquement la droite radicale ne dispose pas d'une minorité de blocage dans la nouvelle Assemblée, elle est en mesure de faire peser ses idées sur le climat, les migrations, l'élargissement de l'Union, le budget et l'état de droit.
Les contre-performances des écologistes dans les grands pays de l'Union, qui envoient le plus grand nombre d'électeurs à Strasbourg, le groupe passerait de 71 à 53 voix, ces contre-performances pèseront sur le pacte vert et la décarbonation de l'Union. Les prochaines étapes seront du 16 au 19 juillet, élection du président du Parlement. À partir de septembre, élection de la présidence de la Commission européenne. En octobre-novembre, élection des commissaires européens. 1er décembre, élection du président du Conseil européen. Sur cette question, Nicole Niesotto. Alors, comme d'habitude, quand on analyse l'Union européenne, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide ou à moitié plein. Et c'est la même chose pour cette union après les élections. Si on est d'une part très pessimiste, on peut effectivement s'inquiéter fortement de la poussée du populisme et des mouvements d'extrême droite en Europe. Vous l'avez dit, Philippe, ils arrivent en tête de 5 pays importants, la France, l'Italie, l'Autriche, la Hongrie, la Belgique. Cumuler l'ensemble des votes populistes, même si les partis ne sont pas d'accord, mais cumuler l'ensemble des votes populistes et extrême droite dépasse les 25% des voix au Parlement européen, ce qui en ferait théoriquement, s'ils étaient unis, Dieu merci, ils ne le sont pas, le deuxième groupe après le PPE, ce qui est donc devant les socialistes et devant le groupe Renew. Donc, si on est pessimiste, on a cette vision d'une vague brune au sein de l'Union européenne. Si on est au contraire optimiste ou réaliste, on peut dire que, au contraire, les mouvements populistes ont échoué à renverser le fonctionnement normal du Parlement européen. Ils ont augmenté en tout que de 13 sièges, ECR et ID cumulés. Et surtout, ils ne peuvent pas remettre en cause la majorité des 3 partis traditionnels, PPE, Socialistes, Renew, qui traditionnellement font le travail au Parlement européen. Et ces 3 groupes-là ont encore aujourd'hui 45 voix supplémentaires par rapport à la majorité absolue. Donc, finalement, le fonctionnement du Parlement européen ne changerait pas et cette vague brune n'aura aucune incidence, si on est optimiste, sur le fonctionnement du Parlement européen. Ça, je crois que voilà, c'est ce qu'on peut faire au niveau de l'analyse. Maintenant, si on regarde un peu de plus près les choses, moi, le paradoxe qui me frappe, c'est l'extrême stabilité donc du Parlement européen, avec plus 12 voix d'extrême droite, bon d'accord, et puis une majorité maintenue pour les 3 grands partis républicains. Donc l'extrême stabilité de l'institution européenne par rapport au désarroi, au chaos de la plupart des États qui composent ou qui envoient des députés au Parlement européen. Et ce paradoxe, moi, d'abord est frappant et deuxièmement est inquiétant. Vous l'avez dit, Philippe, donc il y a évidemment la France dont on parlera tout à l'heure, mais en Allemagne également, la coalition au pouvoir a subi un revers majeur. La CDU-CSU fait plus de 30% des voix et le SPD seulement 13 voix et les Verts ont perdu 9 sièges. Ils sont les grands perdants avec seulement 12% des voix en Allemagne. Entre parenthèses, la crise en France et la crise en Allemagne se posent vraiment un problème pour le futur fonctionnement, non pas du Parlement européen, mais du Conseil européen, puisque le couple franco-allemand, traditionnellement leader, est quand même très, très affaibli. Et la Belgique, bien sûr, j'ajoute la Belgique, qui est dans un état de désarroi spectaculaire avec la démission du Premier ministre. Autrement dit, ce sont les pays fondateurs de l'Union européenne, si on ajoute les Pays-Bas, l'Italie avec la victoire de Meloni, qui sont dans une vraie crise démocratique. Et donc, autant les institutions ne sont pas menacées, autant la politique européenne, celle que le Conseil européen va faire, est appelée, à mon avis, à changer fortement. Dernier point, si je peux, je crois que le vrai danger n'est pas tellement la progression des partis populistes et extrémistes, mais la normalisation, et le mot est faible, de la moitié d'entre eux ou du groupe prioritaire d'entre eux, qui est le groupe ECR, dans lequel Madame Meloni, avec ses Fratelli d'Italia, a le contingent le plus important, parce que ce groupe ECR est pro-Ukraine, pro-OTAN et pro-marché.
il est libéral, atlantique et anti-russe. Et donc ce groupe, qui est pourtant un groupe populiste et d'extrême droite, à mes yeux, quand on regarde la politique intérieure de madame Meloni et quand on est femme, on peut se dire que c'est quand même pas l'idéal de la démocratie qu'on aimerait pour l'Italie. Mais ce groupe est en train d'être complètement banalisé, voire, bienvenu au sein des institutions et des dirigeants européens. Il y a une espèce de mélonimania à Bruxelles, où on peut dire que ce n'est pas la victoire de l'extrême droite qui est inquiétante, c'est plutôt la mélonisation des conservateurs européens qui le sera. Et je crois que l'abaissement de notre seuil de tolérance à l'égard de l'extrême droite a encore augmenté. Il suffit d'être aujourd'hui pro-Ukraine et pro-marché, et on peut faire ce qu'on veut en politique intérieure, y compris les pires des décisions en matière démocratique. Lionel Zinsou. Alors moi, j'adhère entièrement à ce que vient de dire Nicole. Je pense que, au total, il y a eu des effets de vase communicants qui ont en fait cantonné la victoire relative de l'extrême droite. L'Italie étant parfaitement impressionnante à cet égard, parce que oui, il y a une victoire de Mme Meloni, mais au détriment de la Ligue. Et donc, M. Salvini a eu une régression inouïe. Enfin, il a perdu les 2/3 de ses voix. Il y a eu un déplacement, mais au total, ça va faire 2 ou 3 députés de plus. Donc, on a de ces évolutions comme ça en communication, en net, il faut raisonner plutôt en net, et qui fait qu'on a une progression faible de l'extrême droite et qui ne ressemble pas du tout aux projections antérieures. Donc, en ce sens, c'est un non-événement. Alors, il y a quand même quelques éléments qui sont plus importants que d'autres. Exactement ce que disait Nicole sur la normalisation troublante et qui va avoir des conséquences en France de l'extrême droite. Parce que Mme Meloni, elle est dans une situation assez étonnante où, grosso modo, elle abjure sur une bonne partie des principes de la campagne. Et elle fait l'inverse. La régularisation de près de 500 000 migrants en Italie, c'est vraiment l'inverse de la promesse électorale. Alors, sous la pression des faits, de la réalité, des données d'évidence, et du patronat de la Confindustria, qui explique qu'on est dans une situation de pénurie de main-d'œuvre telle qu'il faut absolument régulariser. Et donc, on régularise. Est-ce que M. Bardella, s'il arrivait, ce qui n'arrivera pas, je pense, mais s'il arrivait à la position de Premier ministre dans un mois, sera en situation de faire appel à des migrants supplémentaires dans quelques mois, parce qu'il y a des données du marché du travail, de la démographie qui sont fondamentales. Tout le monde vous explique que, au fond, Mme Meloni, elle fait la politique de M. Mario Draghi, d'une certaine manière, qu'elle a été un petit peu chapitrée par lui au début, mais au fond, elle a aussi abjuré la détestation de l'Europe, engrangé les subventions massives, plus de 200 milliards d'euros à travers les mécanismes d'endettement collectif, alors que ça n'aurait absolument pas été au moyen de l'Italie de lever une fraction de cette somme, etc. Donc, et sur l'Ukraine, il y a eu aussi un renversement à 180 degrés. Et donc, beaucoup de gens projettent, et ça, c'est ça qui est un peu inquiétant, que cette extrême droite se normalisant et se dissolvant dans le pouvoir, quant à ses convictions fondamentales, ce soit le chemin de l'extrême droite en France. Et c'est vrai que le choix de M. Bardella est formidable parce qu'il est tellement lisse et il parle tellement peu d'aucun programme qu'au fond, on peut lui prêter de n'avoir aucune conviction et au fond, aucune pratique d'extrême droite véritable une fois qu'il sera aux affaires. Ce serait Mme Marine Le Pen, je pense que le succès eût été moindre parce que le mystère eût été bien moindre. Mais c'est un homme qui incarne au fond, certains vides, et ce vide peut être rempli par n'importe quoi, y compris par des politiques raisonnables. Et ça fait que des centristes pourraient parfaitement trouver « nous avons un Meloni français ».
Donc, au fond, d'ailleurs, ils ont des origines communes, puisque M. Bardella est un fils d'immigrés italiens, si vous voulez. Ça va, la compréhension va être rapide. En fait. Oui, comme moi. Oui, mais comme moi, par ma... Gambetta, Bardella, comme moi, par ma mère, je vous rassure tout de suite. Peut-être juste une autre chose quand même. Sur les écologistes, il faut quand même, là aussi, regarder la réalité en face. Il n'y a pas que le peuple français qui ne comprend pas ce que c'est, en quoi est légitime une écologie punitive. Il faut un narratif franchement complètement différent sur la transition juste, à la fois sur la justesse et la justice. Et de façon générale, de façon comportementale, ça ne peut pas être agressif comme ça l'est aujourd'hui. Michel Elchaninov. Je pense que le paradoxe que vous releviez tout à fait justement, Nicole, tout à l'heure, c'est-à-dire un bloc central qui va pouvoir apparemment gouverner avec une extrême droite qui ne montait pas au Parlement tant que ça, mais en même temps ce choc dans de nombreux pays, ce choc dans plusieurs pays d'Europe sur la montée de l'extrême droite, est au fond très inquiétant. Très inquiétant parce que c'est comme si cette Europe des nations, finalement voulue par l'extrême droite, commençait par faire chanceler, ou pouvait en tout cas commencer à faire chanceler le projet européen. Sur plusieurs points. D'abord, tout de même, toutes ces explosions qu'on entend un peu partout en Europe, ces explosions des montées quand même extraordinaires de l'extrême droite. On a parlé de la France, bien sûr, on en reparlera. L'Allemagne, vous en avez parlé, Nicole, mais c'est vrai que penser que l'AfD, qui s'est quand même distinguée par des outrances sur la remigration, par des violences, la campagne électorale en Allemagne était très très violente, puisse arriver devant le SPD est quand même un signe très inquiétant pour l'avenir, sans parler de l'Autriche quand même, de l'Italie, de la Belgique, des Pays-Bas, où quand même le parti de Wilders gagne des voix, etc. C'est-à-dire que comme si, de même qu'en France, le bloc central est menacé de plus en plus par les populistes, eh bien le bloc central du Parlement européen pouvait en tout cas être attaqué de plus en plus par l'extrême droite, et je pense le sera de plus en plus. Deuxième point, sur l'écologie, c'est quand même la grande victime de ces élections. L'écologie, par définition, grand projet transnational, a besoin de l'Europe pour se réaliser. Et là, comme les candidats écologistes ont baissé presque partout, l'Europe ne sera sans doute pas ce grand continent de lutte contre la guerre climatique. C'est-à-dire que la guerre contre le réchauffement climatique, qui nécessite de l'anticipation, du consensus, ne sera peut-être pas gagné, ce qui est extrêmement inquiétant. Ensuite, un bémol, est-ce que le salut peut venir de l'Est ? On a été surpris par le fait que le parti devenu populiste de Fico en Slovaquie n'ait pas gagné. Et puis, beaucoup se sont réjouis du fait que en Pologne, le parti de Donald Tusk, arrive en premier. Et il faut dire que c'est peut-être pas étonnant que ce soit les pays les plus proches de la guerre en Ukraine, qui sont peut-être plus conscients que les autres de la menace russe, de la menace que la Russie fait peser sur tout notre continent, qui est justement manifesté cette veine européenne. Reste que cette victoire des pro-européens en Europe, en Pologne, est très fragile. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui se plaignent de la concurrence qu'ils jugent déloyale des produits ukrainiens. Et puis aussi parce qu'on n'en parle pas beaucoup et pas assez, c'est que le Bélarus est en train de provoquer une nouvelle crise des migrants en envoyant de manière parfaitement cynique des migrants recrutés, si j'ose dire, ailleurs, vers l'Union européenne et vers la Pologne. Donc la guerre hybride russe et bélarusse s'intensifie à l'Est et c'est aussi une menace pour l'Europe. Donc je terminerai en disant que cette résilience du Parlement, elle n'est pas acquise encore, parce que les grandes manœuvres ne sont pas terminées. Quel groupe va rejoindre l'AfD, qui pour l'instant est hors de tout groupe ? Est-ce que Mélanie va ou non soutenir Ursula von der Leyen ? Que vont faire les non-inscrits ? Bref, je crois quand même que ces élections, même si elles conservent l'apparence d'une forme de stabilité, sont très inquiétantes. Et en attendant, la Russie observe, la Russie savoure et la Russie avance en Ukraine. Jean-Louis Bourlange.
Oui, je crois que vous avez vraiment dit absolument l'essentiel. Sur la stabilité, la stabilité assez parfaite, pas complète, mais je crois que c'est indiscutable et c'est une source de déception pour les partis populistes. On arrive avec un Parlement européen qui est assez profondément identique et où les ruptures essentielles se produisent largement en France. C'est quand même l'effondrement écologiste et évidemment l'effondrement du groupe central de Renaissance, c'est la variable importante dans l'équilibre européen. Ça affaiblit le groupe écologiste. Alors là, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, c'est la remise en cause de l'écologie dépasse évidemment le cadre français. C'est une utopie, un discours naïf qui consistait à croire que la destruction d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de valeurs en termes comptables serait assimilée par tout le monde. Quand vous dites que votre vieille voiture ne vaut plus rien, que votre appartement n'est plus vendable et que ce sont des choses qui atteignent des gens très limités dans leurs revenus, évidemment, ça a des conséquences sociales absolument explosives. Et on a vu une désaffection des couches populaires pour ça. On a donc ces deux variables. En France, le parti Renaissance s'est effondré. Alors, il y a deux choses qu'on peut dire. D'abord, sur les thèmes, l'Europe s'en sort, mais elle modifie profondément son équilibre thématique, avec trois vaincus, qui sont d'abord le pari institutionnel, car malgré tout, même si Madame Mélanie et compagnie sont favorables, sont du bon côté, entre guillemets, sur la question ukrainienne et sur des questions comme ça, en réalité, c'est quand même le thème de l'Europe des États, une méfiance à l'égard de la Commission, l'idée que c'est au Conseil européen que doit se faire un certain nombre de choses. Je crois qu'il y a une poussée assez forte que nous n'avons pas du tout combattue. Moi, j'ai regretté qu'on ne vende pas en France un discours simple sur comment ça marchait et en quoi c'était beaucoup plus démocratique qu'on ne le disait. Deuxièmement, l'écologie, je viens d'en parler. Troisièmement, et c'est là où on rejoint Mélanie, c'est le LGBTisme sous toutes ses formes, qui a évidemment été très profondément contesté, remise en cause. Et là, Madame Mélanie, avec son hyper-traditionnalisme, elle n'est pas antidémocratique, elle n'est pas fasciste. En réalité, elle est super villieriste sur tous ses plans. Donc là, on a des thèmes qui s'en vont. Et les thèmes qui réapparaissent, il y en a quand même deux qui sont importants. Il y a les migrations, plus loin, migration, avec l'idée qu'il faut être plus sévère, mais qu'il faut aussi agir de façon concertée. Donc il y a quand même l'idée que c'est un problème européen et qu'on doit le gérer de façon européenne. Et puis évidemment, toutes les questions relatives à la défense, à la protection, à l'autonomie stratégique, où il y a quand même, notamment au nord de l'Europe, des préoccupations qui s'affirment avec force. Donc on a un changement de thématique. Sur le plan géographique, est-ce qu'on doit tirer... que peut-on tirer? C'est évident qu'on a une situation très paradoxale. Nicole l'a très bien dit. C'est l'Europe périphérique, la nouvelle Europe, comme dirait le regretté Rumsfeld. La nouvelle Europe qui se manifeste avec force dans la fidélité à l'Europe, et c'est la vieille Europe, France, Allemagne, Italie, qui est gagnée par le populisme. En réalité, c'est un peu factice, cette comparaison. C'est vrai qu'on a un recul du nationalisme, par exemple dans les pays scandinaves et nordiques, c'est très impressionnant. Mais à l'Ouest, c'est essentiellement... L'Italie, ça n'a rien de changé. L'Italie, c'est une transfusion de l'électorat salviniste vers l'électorat méloniste. C'est donc plutôt un gain, parce que au moins on a des gens qui sont du bon côté sur la question ukrainienne. Et Salvini est quand même un individu très dangereux et très proche de Vladimir Poutine, ce qui n'est pas le cas de Madame Meloni. Et puis, donc, il faut mettre à part cette affaire-là. En Espagne, les partis au pouvoir ont plutôt marqué des points. Donc, on est plutôt... Et il y a la France et l'Allemagne. L'Allemagne, c'est quand même les chrétiens démocrates. Le PPE progresse, et il progresse parce que la CDU progresse. Et c'est la CDU. Mais on a
ce pays à part, qui est un pays de l'Europe périphérique, l'Allemagne de l'Est, qui réagit, un peu comme la Slovaquie il y a quelques mois, qui réagit d'une façon absolument inquiétante, parce que c'est l'AfD, et que c'est quand même absolument inimaginable que des partis qui se réclament plus ou moins officiellement du nazisme ne provoquent pas une réprobation. Et puis en France, et je termine, en France, là, on a vraiment un choc extrêmement important et extrêmement grave, et on retrouve cette tendance fondamentale des Français à construire l'Europe et à la détruire. Construire l'Europe en 50 ans avec l'ACK, la détruire en 54 avec la CED, construire l'Europe avec le développement, le plan Fouché, et la détruire avec la chaise vide, construire l'Europe avec la Constitution européenne et le vote négatif. Et là, on est dans ce va-et-vient permanent de France, et c'est quand même là une perte énorme de leadership, de respect général pour la France. Les Français sortent sur la scène européenne, le président en particulier, dans une position très difficile. La comparaison généralement qui est faite, c'est celle de David Cameron, en disant il fait sa dissolution comme M. Cameron a fait son référendum sur le Brexit, et ça provoque quand même une très très grande inquiétude, mêlée d'un peu de condescendance de la part de nos partenaires. Je propose que nous passions à notre deuxième sujet, qui est de se demander si l'ascension du Rassemblement national est ou non résistible. Dimanche dernier, la liste du Rassemblement national aux élections européennes a obtenu 31,7% des voix. Le Rassemblement engrange 2 fois plus de voix que la majorité présidentielle. Jordan Bardella donne à son parti son meilleur score à des élections européennes, supérieur de 8 points à celui de 2019. Cette victoire constitue une étape supplémentaire vers la conquête de l'Élysée en 2027, espèrent les stratèges du parti, que de nouvelles élections législatives pourraient à nouveau conforter dans les urnes. Depuis plusieurs mois, les dirigeants du RN assuraient se préparer à cette éventualité, auditionnant des candidats dans le cadre d'un plan Matignon destiné à être activé en cas de dissolution. Le vote Bardella est devenu multiclasse, multiterritoire, multigénération, indique Vincent Tiberge, sociologue et professeur à Sciences Po Bordeaux. Renforçant ses bases, les votes des ouvriers et des employés, le parti lepéniste est en progression chez les cadres, les retraités, les catholiques et les électeurs de droite classique, soit des catégories qui refusaient moralement et en termes de compétences de voter pour ce parti. Autre progression notable selon une analyse de l'Institut Ipsos, la liste Bardella gagne 9 points chez les moins de 25 ans, passant de 15 à 26% des voix, 10 points dans l'électorat féminin, de 20 à 30. Les scores inhabituellement élevés du Rassemblement national dans certaines régions comme la Bretagne illustrent ces différentes percées. Après s'être implanté dans les années 2000 dans des territoires historiques de la gauche, au nord, à l'est et dans le sud, le RN écrase désormais l'autre grande famille politique dans des zones fortes que sont le sud-est, le Grand Est ou la Bourgogne. Du score de dimanche dernier, le président de la République a déduit la nécessité de dissoudre l'Assemblée nationale. À gauche comme à droite, petites négociations et grandes manœuvres sont lancées pour définir en urgence une stratégie de campagne pour les législatives qui se tiendront les 30 juin et 7 juillet. La gauche propose un front populaire dont la Constitution et le programme ont jusqu'à présent, mais nous enregistrons cette émission le vendredi qui précède sa diffusion, jusqu'à présent laissé sur la touche Raphaël Glucksmann, bien que sa liste ait fait presque jeu égal avec celle de Renaissance. LFI, malgré un score plus faible de moitié, ne semble en pâtir ni dans la distribution des candidatures, ni dans l'élaboration du programme. Le patron de Les Républicains, Éric Ciotti, a provoqué une tempête chez les siens en appelant mardi à rejoindre Marine Le Pen. La tête de liste des Républicains, François-Xavier Bellamy, après s'être vigoureusement dressé contre Ciotti, a déclaré qu'entre le Rassemblement national et la France insoumise, il choisirait au deuxième tour le Rassemblement national. Si je peux me permettre, c'est ce que les Québécois appellent lâcher son fou. Monsieur Bellamy, au nom de l'incompatibilité des valeurs de son mouvement avec le Rassemblement national, votera pour le Rassemblement national, mais dans un souci légitime et qui n'étonnera aucun des auditeurs de ce podcast de bon équilibre, je voudrais dire que monsieur Ruffin me parlait aussi avoir s'être laissé aller à lâcher son fou, puisque monsieur Ruffin est un partisan de la liberté
de la presse et de l'indépendance de l'audiovisuel public. Et il n'en a pas moins déclaré que la première chose que le gouvernement Front Populaire devrait faire serait de réintégrer à Radio France un chroniqueur qui a été licencié par Radio France. Nous sommes donc en plein dans la clarification. Sur cette question, Michel Elchadilov. Alors, pour répondre très directement à la question, je crois que la montée du RN est très difficilement résistible, si ce n'est irrésistible, pour plusieurs raisons. Les deux premières raisons sont des raisons de fond. Depuis maintenant une douzaine d'années, Marine Le Pen non seulement dédiabolise, normalise son parti avec habileté, mais elle a réussi à incarner quelque chose de très important et de très fort dans la population française. Elle incarne le bon sens, elle incarne la solidarité populaire, elle incarne la chaleur populaire. En tout cas, c'est ce qu'elle dit dans ses discours, évidemment. C'est une idéologie qui consiste à se baigner dans une atmosphère de chaleur et de ferveur proche du peuple. Pour mes études, pour mes travaux, j'ai suivi plusieurs meetings du Front National et du Rassemblement National, et j'ai pu voir à quel point, effectivement, Marine Le Pen faisait tout pour faire l'apologie de cette chaleur populaire, et que, en partie, je crois, dans l'esprit de ses électeurs en tout cas, elle y a réussi, et ça doit inquiéter ceux qui, au contraire, sont considérés comme des élites déracinées, suivant la rhétorique que l'on connaît. Alors, en plus de cette chaleur, Jordan Bardella arrive, notamment pour les européennes de 2019 et pour celle-ci, pour apporter de l'énergie, mais pour apporter aussi quelque chose que n'avait pas Marine Le Pen, qui était une sorte d'engouement de la jeunesse. Alors, là encore, pour mon travail, je suis allé au dernier meeting du RN à la porte de Versailles à Paris, une semaine avant les élections. L'atmosphère d'un meeting du RN avait changé du tout au tout par rapport à tous ceux auxquels j'avais pu assister dans le passé. Au meeting de Jordan Bardella et Marine Le Pen, c'était une sorte de boîte de nuit l'après-midi, c'est-à-dire qu'il y avait deux DJ sur scène qui mixaient de la musique et qui faisaient crier « On est chez nous » sur l'air de Sweet Dreams de Rhythmix. C'est-à-dire qu'on était dans une salle emplie de jeunes, voire de très jeunes, qui acclamaient leur idole, qui n'écoutaient pas tellement les discours, encore moins celui de Marine Le Pen, mais qui véritablement acclamaient leur idole et criaient « Je t'aime, Jordan », et lui répondait très habilement « Moi aussi, je vais venir vous protéger ». Donc, Jordan Bardella a apporté quand même, grâce à TikTok, grâce au réseau, grâce à une communication très habile, beaucoup de jeunesse, et vous l'avez dit tout à l'heure, un jeune sur 4, un électeur sur 4 de moins de 25 ans a voté pour le RN. Donc, il y a cette idée que le RN, depuis une douzaine d'années, essaye et réussit, je crois, à incarner solidarité, bon sens, chaleur populaire et maintenant aussi jeunesse. Alors, une autre raison, à mon avis, très, très profonde, presque philosophique, c'est celle des pulsions du vote Rassemblement National, pardon. Le vote, souvent, obéit non pas seulement à des intérêts, mais à des imaginaires et à des pulsions. Je crois que le vote Rassemblement National, de plus en plus, il unit deux pulsions qui paraissent contradictoires, mais qu'il réussit justement à réunir de manière dialectique. D'abord, une pulsion d'aventure, une pulsion de goût de l'inconnu, une pulsion presque de chaos, la volonté de donner un coup de pied dans ce fameux système qui nous gouverne depuis tellement longtemps pour donner sa chance à une nouvelle équipe. Donc, une pulsion d'inconnu qui apparaît parfois dans les grandes élections. Mais à cette pulsion d'inconnu s'ajoute une autre pulsion qui est apparemment contradictoire, qui est celle de l'ordre et de l'autorité. C'est-à-dire qu'on va voter pour des gens qui véritablement, d'après leur programme, vont supprimer la délinquance, vont être très fermes sur l'immigration clandestine et vont incarner un ordre total. Donc c'est intéressant parce que je crois que ce qui fait l'alchimie d'une élection réussie, c'est justement quand on réussit à unir deux pulsions contradictoires. Et je crois que le RN réussit aujourd'hui, et c'est ce qui fait qu'il risque d'arriver au pouvoir soit dans 2 semaines, soit plus tard, il réunit des pulsions contradictoires. On a envie d'inconnu, on a envie de transgresser, et en même temps on a envie de l'ordre. Et je crois que le RN aujourd'hui réussit à
à incarner tout ça, ce qui fait qu'il risque, à mon avis, d'arriver au pouvoir. Dernière chose, le Front populaire, le nouveau Front populaire a publié un programme. Raphaël Glucksmann s'y est intégré. Enfin, il y a toutes les composantes de la gauche qui y participent. Je veux dire, pardon, c'est intégré. Je voudrais reprendre une formule que Roselyne Bachelot avait utilisée une fois dans d'autres circonstances. Il disait, il n'est pas seulement cocu, il a aussi payé la chambre. En tout cas, il a imposé quelques thèmes, notamment la défense inconditionnelle de l'Ukraine ou le fait de dire que les attaques du Hamas sont des attaques terroristes. Bref, en tout cas, il y a un front populaire qui se forme. Théocratique, maintenant, nous avons mesuré. Il y a un front populaire qui se forme. Est-ce qu'il sera à même d'empêcher la vague RN, soit dans 2 semaines, soit plus tard? Je ne le crois pas, parce que le RN, en fait, sa force, c'est d'avoir imposé ses thèmes, son imaginaire depuis déjà au moins 12 ans, en tout cas depuis que Marine Le Pen a repris le parti, et que aujourd'hui ce Front populaire qui présente un programme finalement très changer la vie, très très mitterrandien, programme de relance, etc., arrive très tard. Et donc je pense qu'il n'aura pas la force, la puissance pour contrer l'arrivée du RN au pouvoir. Et je terminerai en disant que dans tous les cas de figure, que le RN arrive en tête et puisse gouverner le pays dans 2 semaines, qu'on se trouve dans une situation ingouvernable avec une assemblée dispersée entre plusieurs forces, dans tous les cas, ça nous fera un peu perdre de vue un enjeu majeur qui est la sécurité et la paix en Europe, c'est-à-dire la guerre en Ukraine. Lionel Zinsou. Oui, alors moi je ne suis pas du tout sensible au côté jeune, convivial, festif du Rassemblement national. Je trouve que ça ressemble plus au film de Visconti, Les damnés, et je trouve que ça ressemble plus aux fêtes également un peu jeunes, orgiaques, des SA en 1932. Et d'ailleurs, avec une idéologie... C'est la même référence au point de vue film. Et avec cette espèce de double idéologie qui est quand même très ancienne. Je suis identitaire, souverainiste, je suis d'extrême droite, pour tout ce qui est l'identité du peuple français, et je suis de gauche quant à mon programme économique, et même d'extrême gauche, puisque c'est un programme dont tout le monde s'accorde à dire que, grosso modo, surtout dans les conditions aujourd'hui des finances publiques, de l'état de l'économie européenne, grosso modo, il n'a aucune chance de faire autre chose que de créer des déséquilibres. Mais c'est quand même effectivement des pulsions contradictoires et qui ont des résultats électoraux qui ont été, en Allemagne, efficaces après une crise un peu, tout de même, d'une intensité qu'on pourrait comparer à la succession de crises que nous venons de vivre. Et qui, évidemment, pour les gens qui ont gouverné pendant cette crise et qui ont essayé de protéger les peuples, ce qui a été fait aussi bien en France qu'en Allemagne, mais ce sont quand même des crises d'une intensité exceptionnelle en termes de récession, en termes d'effet d'inflation, en termes d'effet d'appauvrissement à un moment donné, non pas d'ailleurs en 2020, au moment de la grande récession, mais plutôt ensuite. Et puis après, on est dans une situation post-crise difficile, parce que si vraiment vous voulez vous attaquer à la vie chère, et c'est le cas de l'Allemagne et c'est le cas de la France, il faut ralentir absolument l'économie. C'est-à-dire il faut absolument créer des contraintes et des économies budgétaires, revenir. Et d'ailleurs, on est en train de le faire. On est en train de retourner à 2% d'inflation. Donc on lutte contre la vie chère. Mais lutter contre la vie chère en augmentant les salaires de 10%, ce qui est au programme du Rassemblement national, en ramenant la retraite à 60 ou à 62 ans, c'est renourrir l'inflation, en fait. Et il faut arriver à expliquer à la population qu'il y a un moment où il faut payer à tempérament la protection que l'on a reçue à un moment donné et revenir à un certain nombre d'équilibres. Et ça, le Rassemblement national s'en libère totalement. Mais je voudrais surtout dire que la dissolution est décrite évidemment par tous les opposants à Renaissance, ainsi que par des membres de la majorité, notamment, c'est vrai que c'est beaucoup de centaines de milliers de gens au chômage dans la classe politique, brutalement, d'une heure à l'autre,
et par surprise, des centaines de cadres politiques, d'attachés parlementaires, etc., qui en une heure, sans aucun préavis, se retrouvent dans une situation désagréable, et donc même dans la majorité, il y a beaucoup de critiques. Et alors, dans la presse internationale, l'idée est que c'est un pari à la fois désespéré et complètement irresponsable. Mais les gens ont l'air de ne pas avoir en tête, alors que quand on parlait un peu avec l'entourage du président de la République, ou même du Premier ministre, quelques semaines auparavant, il n'y avait aucun doute sur le renversement du gouvernement. Aucun. Il n'y en avait pas. Une question à un moment était, est-ce qu'il y aura un renversement avant le 9 juin, ou plutôt juste avant les vacances parlementaires et juste avant les Jeux olympiques. Et puis il y avait un consensus, non, ils vont donc être renversés en septembre. Et le président de la République avait été très clair. À la fois l'opposition avait dit, on va renverser en septembre, et il avait dit, si on renverse, il y aura dissolution. Le grand avantage de la situation d'aujourd'hui, c'est que si le gouvernement avait été renversé, il l'aurait été par l'ensemble des partis. C'est-à-dire, il y aurait eu une motion de censure LFI écologiste qui aurait été évidemment votée par tous, y compris le Rassemblement national. Aujourd'hui, en choisissant la dissolution de cette façon, et de façon anticipée, on peut imaginer un arc républicain, parce que le gouvernement ne tombe pas devant tous les partis. Il y a tout de suite, avec le Front populaire, qui est une construction que je trouve tout à fait réussie, et d'ailleurs même François Hollande, même Bernard Cazeneuve, tous les gens qui ne voulaient pas de la NUPES disent, y compris Raphaël Glucksmann, qui garde, à mon avis, son aura. Le fait qu'il soit plus ou moins maltraité par LFI, d'abord, il l'est beaucoup moins depuis 2 jours. Mais enfin, bon... Quand il fait 15% des voix, avec un bagage de 15% des voix, il arrive derrière tout le monde quand tout est décidé en disant « Oh ben, je suis pas contre ». On peut appeler ça un grand politique, mais on peut aussi appeler ça autrement. Oui, enfin, il faut décupler les voix du Parti socialiste entre la présidentielle, et il l'a fait. Non, simplement, le concept de Front populaire a été élaboré très vite, et je ne sais pas s'il plaît aux états-majors ou aux commentateurs, je suis sûr que c'est une aspiration absolue des électeurs de la gauche. Et ça, je pense que c'est un service qui a été rendu par la dissolution aujourd'hui, d'accélérer en quelques heures et d'ailleurs d'accélérer aussi la destruction des Républicains. Moi, je discutais ce matin avec un collègue allemand, et il me disait qu'il regardait la situation en France comme un perfect storm, la tempête parfaite qui arrive là. C'est une expression qu'on avait employée aussi bien pour le Brexit que pour la guerre en Ukraine. Et effectivement, alors, c'est vrai que c'est très difficile de distinguer, quand on parle de la situation en France, l'analyse et l'émotion. Et peut-être je ne vais pas y arriver, mais je pense que c'est pardonnable. Oui, même l'hystérie d'ailleurs, l'hystérie anti-française. Bon, parce que ce que je trouve, enfin, si on veut résumer l'impact des élections européennes pour la France, c'est un double cauchemar. C'est un cauchemar de la montée, effectivement, du Rassemblement national et la perspective d'arriver au pouvoir de M. Bardella, mais c'est un cauchemar aussi sur la stratégie choisie par le président de la République, qui, si je comprends bien ce que dit Lionel, pour nous éviter un chaos majeur en 2027, on crée le chaos en 2024, ce qui nous fait 2 années de chaos de plus, mais c'est sans doute extrêmement rationnel et raisonnable, ce que, pardonnez-moi, je ne crois pas. Alors, pour répondre à la question, est-ce que c'est résistible ? D'abord, premier point, il faut quand même reconnaître que cette montée du Front National, c'est pas nouveau. J'ai regardé les résultats depuis les élections européennes de 2009. En 2009, à l'époque c'était le FN, avait 9% des voix. Ils ont aujourd'hui plus de 30% des voix. C'est-à-dire, en 15 ans, ils ont été multipliés par 6 leur nombre d'adhérents. Et donc, on ne peut pas dire que c'est une surprise. Il y a un mouvement lent, profond de la société française en faveur de ce que représente, même si c'est assez confus, le Rassemblement national. Et donc, ça n'est pas du tout un phénomène conjoncturel, c'est quelque chose de véritablement très profond. Deuxièmement, les raisons de cette montée lente mais constante du populisme en France sont des raisons qu'on n'a pas le temps d'expliquer ici, mais qui tiennent d'abord à la perte du pouvoir d'achat, à la peur des migrants, je ne sais plus comment ça s'appelle, le grand remplacement, etc., et la peur du déclassement. Mais la question que je me pose, est-ce qu'on peut répondre à ces angoisses de fond
par une tactique politicienne, par des jeux politiciens. Alors, je dissous l'Assemblée, je crée un désarroi entre tel parti et tel parti, je crée le chaos total dans les partis républicains, que ce soit le PS ou la droite. Est-ce qu'on peut décemment répondre à un mouvement qui traduit des inquiétudes de fond dans la mondialisation par une tactique politicienne, fût-elle la plus cynique ou soi-disant la plus intelligente qui soit? Je ne crois pas. Je crois qu'on peut répondre à ça par des programmes. Or, quand je vois Gabriel Attal dire qu'il va vite faire passer par décret sa réforme de l'assurance chômage, je me dis qu'ils ont vraiment envie que Bardella arrive au pouvoir. Dernier point, si vous me permettez. On va avoir donc devant nous 3 fronts. Le Front populaire, le Front national et le Front républicain. Voilà. Et évidemment, la logique serait que le Front républicain s'allie avec 2 ou 3 LR qui restent, les centristes, quelques socialistes, s'allie pour faire face soit au Front populaire, soit au Front républicain. Est-ce que ça va marcher? Ça a marché en 2017, pardon. Ça a marché en 2022. Est-ce que ça peut marcher 3 fois de suite? Je ne crois pas. Et je partage l'inquiétude de Michel. Je ne crois pas pour plusieurs raisons. 1, tous les sondages l'infirment. Tous les sondages montrent que le RN va gagner. 2, Madame Meloni joue en faveur de la montée en puissance de Bardella. Et 3, le Front républicain, entre guillemets, a le handicap majeur du déjà-vu. Ils n'ont aucun programme nouveau pour répondre aux enjeux. Et donc, moi, je suis extrêmement inquiète, et c'est là où mon émotion, prend le pas sur ma raison. Jean-Louis Bourlanges. Oui, moi je crois qu'il faut partir de quelque chose de très précis, au-delà de la contre-performance de la majorité sortante, de la très mauvaise conduite des élections européennes par le président de la République, du caractère extrêmement discutable de la décision de dissoudre. Au-delà de cela, il faut voir qu'il y a dans ce pays une vague populiste, appelons-la populiste sans donner une connotation moralisatrice à ce terme, une vague populiste d'une extrême profondeur, d'une extrême importance, et qui caractérise à la fois la droite, la gauche, et ceux dont on n'a jamais su s'ils étaient vraiment de droite ou de gauche, mais dont on savait qu'ils étaient extrémistes, qui étaient les gilets jaunes. Donc on a quelque chose de très profond qui trahit une désorientation très très impressionnante de l'opinion publique, une montée du ressentiment, une montée de la dénonciation de toutes les formes d'élite économique, politique, institutionnelle, capitaliste, enfin partout, il y a une contestation d'une profondeur extrême. Et ça s'est traduit par ce que je crois la première leçon des élections européennes en France, c'est l'échec de tous les partis modérés. Car évidemment, la majorité sortante en prend plein la figure, avec un recul énorme, et on peut attribuer ça à des erreurs de campagne, mais pas seulement. Mais Bellamy, dont chacun s'accorde à dire qu'il a fait une campagne brillante, et parfois courageuse, en allant à Sciences Po, etc., défier le wokisme sur place, fait une contre-performance. Et même Raphaël Glucksmann, il faut tout à fait voir, il n'a pas atteint l'objectif qu'il voulait. Il était dans les dernières semaines, il a régressé. Et ça, c'est intéressant. Il a régressé, il était autour de 15, il est tombé en dessous de 14. Et Madame Aubry, pour EFI, a fait une percée tout à fait considérable. Il faut voir ce que signifie quand même 10% ou presque d'électeurs quand on voit les thèmes utilisés par M. Mélenchon tout au long de cette campagne. Et Glucksmann, de plus, contrôlait une maison, ne contrôlait pas d'abord. Il était à la tête d'une maison complètement contradictoire, divisé, il abritait vraiment c'était un navire qui abritait des pavillons les plus, un pavillon qui abritait des marchandises les plus diverses. Donc ça c'est très important parce que ça veut dire qu'il ne faut pas simplement attribuer au président de la République la situation actuelle, mais vraiment à une crise de nerfs en profondeur de l'opinion française. Alors ça, qu'est-ce que ça donne pour le RN? Pour le RN, quels sont les atouts du RN? D'abord, l'atout du RN, c'est ce que vous avez dit, j'insisterai pas, mais c'est la profondeur de la vague, l'ampleur de la vague, elle est évidente, et le fait que...
son inconvénient, c'est qu'il est confronté à un programme totalement inapplicable, totalement absurde, quel que soit le bout par lequel on le prend, ça sera une machine à décevoir. Il a choisi de commencer dès maintenant la régression. Avec ces histoires, on nomme un comité d'expertise, d'audit, enfin toutes ces vieilles ficelles que tout le monde a utilisées depuis 40 ans. Tout ça veut dire qu'il essaie de se replier. Ça peut lui coûter cher, malgré tout, parce que ça lui coûtera cher s'il arrive au gouvernement, parce que là, ça sera comme la fracture sociale avec Chirac, qui en septembre dit c'est plus compliqué que ce que je pensais. Paf, la France entière est en grève 2 mois plus tard. Donc, ça peut lui coûter cher, ça peut entraîner une certaine régression dès maintenant. On sait très bien, et l'exemple de Mélanie montre bien qu'elle avait fait une campagne infiniment plus prudente. Mélanie ne s'était engagée que sur les problèmes d'immigration, où elle a dû d'ailleurs battre en retraite, mais sur le reste, sur l'Europe, surtout, elle avait été extrêmement conservatrice des choix initiaux des Italiens. Alors, ce qu'il a pour lui, c'est paradoxalement l'effondrement du centre. Parce que au second tour, face à la renaissance du Front populaire, il y a, et on comprend d'ailleurs ce raisonnement, c'est le raisonnement qui sous-tend la phrase dont Philippe se moquait de Bellamy. Au second tour, il y a pas mal de gens, notamment dans la bourgeoisie, qui vont trouver que le programme déjà, entre parenthèses, de M. Bardella, il est moins dramatique que celui du Front populaire. Et donc, il y a cette vérification par l'absurde de la thèse de Macron en 2017, qui est que seul un centre fort peut permettre, attirant la droite modérée, la gauche modérée et le centre, peut faire échec au Rassemblement national. Comme le centre est devenu faible, cette digue disparaît. Mais quand même, il faut envisager l'autre hypothèse, celle du Front populaire. C'est quand même très intéressant ce qui s'est passé. Et le Front populaire, ça n'est pas rien. C'est-à-dire à la vitesse avec laquelle ce système complètement absurde en termes d'options gouvernementales, parce qu'entre Glucksmann et Mélenchon, c'est le jour et la nuit. Mais malgré tout, le mythe historique fondamental de l'union de la gauche fonctionne immédiatement et à plein. Il est servi par des médias extrêmement puissants, dont ceux qui sont indépendants. Qui sont indépendants, oui, c'est ça. Et donc, on a quelque chose qui se produit et qui est... on avait un sondage, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais c'était extrêmement significatif, une situation désespérante, c'est-à-dire, c'était un sondage qui avait été produit par BFM, qui était des labs, je crois, enfin, je ne me rappelle pas l'Institut, 31% pour l'extrême droite, enfin pour 28 pour le Front populaire, et c'était, je crois, 18 pour les forces de la majorité. Et alors là, c'est quand même quelque chose de très grave. On est dans une situation de bipolarisation extrême. J'ai essayé de réfléchir et je termine pas comme ça, rassurez-vous, cher Philippe. J'ai essayé de réfléchir à des situations antérieures. À quel moment le retour à la bipolarisation ne se fait pas au profit des partis modérés de chaque côté, mais aux partis des extrêmes. Je vais vous dire, le seul exemple que j'ai trouvé, il est très inquiétant, parce qu'il n'y a pas le général de Gaulle, c'est la situation entre 56 et 58. Entre 56 et 58, vous avez l'ensemble des partis qui sont, depuis le virage de Guy Mollet en faveur de l'Algérie française et de la ligne la plus extrême sur l'Algérie. Vous avez une droite qui est dominée par les pieds noirs d'un côté et par l'armée, et qui s'enferme dans un choix absurde qui est celui du maintien de l'Algérie française. Un seul parti qui défend vraiment la solution du bon sens, mais avec des mots à lui, c'est le Parti communiste français, plus Raymond Aron, qui est écrit dans les pages intérieures du Figaro, parce que Brisson l'a éliminé de la première page. Et ces deux formations conduisent en réalité à un affrontement entre l'armée et la classe ouvrière, si on n'avait pas le génie machiavélien du général de Gaulle, qui a réussi à embobiner tout le monde sur cette affaire. On attend le génie machiavélien du général de Gaulle. Le problème, c'est que Macron n'a pas donné ces derniers mois l'exemple de capacité aussi grande. Sur ces fortes paroles, et sachant que nous ne manquerons sans doute pas de revenir sur ces sujets la semaine prochaine dans notre émission en public et en direct, l'heure a sonné de notre dernière séquence, celle des brèves. Lionel Zinsou, s'il vous plaît.
Oui, alors pour s'éloigner un tout petit peu de ces angoisses, ces émotions européennes, je conseillerais d'aller au musée Jacques Chirac, précisément, au Quai Branly, et aller voir l'exposition Mexica, parce que c'est quand même assez extraordinaire sur la qualité de la muséologie française, quand elle est, qu'elle travaille avec les services, en l'occurrence anthropologiques du Mexique, à faire redécouvrir une civilisation centrée sur la ville de Mexico, une civilisation dans la famille aztèque, à travers ses spiritualités, ses emblèmes de pouvoir. C'est un travail scientifique récent, puisque c'est c'est juste avant les années 80 que réapparaissent des ruines de temples et énormément d'objets, des objets très rarement présentés, exceptionnels. Au musée Branly, il se trouve que les grands succès depuis l'ouverture en 2006 ont toujours été latino-américains, en fait. Et vraiment, sur les Incas, sur les Aztèques, ça a toujours été très fort. Et là, c'est d'un point de vue scientifique et aussi d'un point de vue, je dirais, pluridisciplinaire, parce qu'il y a un travail sur la musicologie, la reconstitution, en fait, de la musique, de la musicologie, de la musique, au temps des Aztèques. C'est absolument extraordinaire d'un point de vue muséologique, et comment c'est complet, et ça fait ressortir une civilisation. C'est jusqu'en septembre. Voilà. Ça veut dire qu'il faut y pendant aller les Jeux maintenant. Olympiques, profitez-en pour aller au musée Jacques Chirac. Michel Elchaninov. Alors, on ne s'en aperçoit pas encore, mais c'est bientôt l'été. Et donc, je conseille une lecture d'été que beaucoup d'entre vous certainement connaissent. J'ai découvert il y a quelques semaines les carnets d'Albert Camus, qui sont disponibles en folio, tout simplement, 3 petits volumes. Donc, des notes qui ont été prises par l'écrivain de 1935 à presque à sa mort. Et c'est très intéressant parce que, en fait, on suit un cheminement de pensée. Donc, c'est chronologique. Il y a à la fois des brouillons de ses œuvres, des notes très personnelles. On se devine qu'il y a beaucoup de passion et beaucoup d'amour derrière ces pages torrides, ces notes de lecture, des aphorismes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est au lieu de se disperser entre l'étranger, le mythe de Sisyphe, la peste, etc., on suit vraiment un fil, le fil d'une pensée qui se fait. On y retrouve les thèmes de l'absurde, de la révolte, mais tout est enchevêtré dans la tragédie intime d'un homme qui lutte toujours contre la dispersion. Il dit, j'ai une tentation, c'est la dispersion, c'est le plaisir de vivre, et je dois me concentrer. Il appelle ça la chasteté. Il dit, je vais essayer de faire l'ascèse pour cesser de me disperser. Évidemment, il n'y arrive pas, parce qu'il est trop amoureux, et puis il a trop d'amour, et donc il essaye de construire une pensée véritablement obstinée et opiniâtre. Et donc c'est assez passionnant. Il y a des microfictions très belles, et une phrase peut-être qui s'applique quand même au contexte actuel, que je lisais encore tout à l'heure, c'est Albert Camus dit dans ses carnets, le contraire de la réaction, ce n'est pas la révolution, mais c'est la création. Nicole Nisotto. Alors moi, je voudrais vous ramener à nos angoisses populistes pour vous signaler la parution de 2 documents. Le premier, c'est par l'Institut Montaigne, une grosse étude dirigée par Marc Lazare, qui est sortie en avril 2024, intitulée « Portée et limites des nationaux populistes ». Donc c'est une comparaison entre les différents pays européens de ces différents mouvements qu'il appelle nationaux populistes. En particulier, c'est très intéressant. Il regarde tous les votes des députés actuels sur l'aide à l'Ukraine, par exemple, et on voit très bien les différences entre CR et ID. Donc ça, c'est la première publication. Il y a aussi toute une partie où il essaye d'anticiper sur l'influence qu'auraient ces mouvements sur les futures priorités de l'Union européenne. C'est très, très bien fait. Et deuxièmement, alors un document, lui, qui vient de l'IFRI, l'Institut français de relations internationales, qui est le dernier numéro de la revue politique étrangère, numéro d'été 2024, intitulé « Populisme et relations internationales », dans laquelle, moi, j'ai retenu 3 papiers. L'un de Jean-Yves Camus sur la différence entre populisme et extrême droite. C'est vrai que c'est important de faire cette distinction. L'autre sur le bilan des économies populistes dans l'histoire, qui ont toujours été des échecs. Et enfin, le dernier, un article intéressant sur Trump et la tentation autoritaire des États-Unis à venir. Jean-Louis Bourlange.
Oui, moi, j'avais hésité entre plusieurs livres concernant la géopolitique. Il y en a beaucoup qui sont parus. Je voudrais recommander le livre de Fabrice Balanche, qui est préfacé par notre ami Gilles Kepel, sur les leçons de la crise syrienne. C'est un ouvrage extrêmement fouillé, extrêmement intéressant. Ça demande un travail, ça a demandé un travail de recherche à M. Balanche tout à fait considérable. C'est évidemment le genre de truc qui n'est pas promis à une lecture, à des tirages énormes, parce que c'est un livre d'histoire, les gens aiment bien les synthèses, mais c'est l'archétype d'une des crises, c'est la description archétypique d'une des crises fondamentales de cette société moyen-orientale qui est quand même au cœur de toutes nos convulsions, de toutes nos inquiétudes et de tous les dangers. Je vous remercie. Je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau qui veille à notre site tandis qu'Olivier Magloire veille aux plateformes de financement, Adrien Beccaria qui l'a enregistré pour le studio L'Arrière-Boutique, Julien Neuville qui l'a produit pour Nouvelles Écoutes. Je vous donne rendez-vous dimanche pour une émission en public et mercredi prochain pour l'enregistrement des réactions, des questions qui auront suivi l'enregistrement en public de dimanche à l'École alsacienne.